Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Hier, premier débat sur Paris et moment d'échange très attendu entre les trois candidats encore en lice pour la mairie de Paris sur BFM TV et en partenariat avec le Figaro. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou se sont affrontés pendant près de 3 heures. Au programme, des échanges âpres, virulents entre les candidats sur fond d'attaques personnelles. Les propositions ont été reléguées au second plan, mais le scandale du périscolaire parisien a sans surprise éclaboussé Emmanuel Grégoire, ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo. Arthur Berda nous racontera comment il a vécu et perçu ce débat puisqu'il était en plateau hier, vous l'avez vu. Je serai également accompagné de Sylvain Maillard et de François Coq. En culture, le concert exceptionnel du gouverneur militaire de Paris au profit du Bleu et de France. Sentinelle d'un soir, c'est dans la très belle salle Playel, le talent de nos armées. Ce monsieur aussi sur scène, au programme Thomas Dutronc, Hélène Ségara, Elisa Tovati et beaucoup d'autres. On en parlera tout à l'heure dans l'entretien culture. Et puis dans C'est tout bon, Laurent Saloche revient sur la course aux étoiles des restaurants franciliens, récemment couronnés par le Michelin. 16 jolies promotions dans notre région, de 2 étoiles et 12 premières étoiles. On se régale à la fin de l'émission. Hier, le débat de l'entre-deux tours pour Paris ressemblait souvent à ça. Et pourtant, sur l'affaire du périscolaire, attendez, Rachida Dati, chacun son tour. On va y venir au périscolaire. Je voudrais simplement que la ville de Paris et votre mandat d'élu puisse répondre. Vous avez recruté des pédocriminels et vous le savez bien. Rachida Dati, on va pas le faire comme ça sur un bout de table. C'est une question sérieuse par la justice et on va prendre le temps. Absolument pas. Vous le savez parfaitement. Rachida Dati, je voudrais que Sophia Chikirou puisse répondre. Un vrai débat politique, attaque personnelle, échange tendu et parfois quelques coups bas. On a assisté à 3 heures de débat politique musclé où finalement on a un peu moins parlé de Paris que prévu et des propositions des candidats. Ça reste un moment marquant malgré tout qui dit quelque chose des dynamiques de campagne et qui a permis aux Parisiens de mieux cerner les candidats. On va en parler avec nos invités autour de la table. Arthur Berda, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du service politique du Figaro. Sylvain Maillard. Autour de la table également, député Renaissance de Paris. Vous êtes porte-parole de Rachida Dati et François Coq, politologue. Arthur Berda, je me tourne vers vous. Vous étiez présent hier soir sur le plateau de ce débat aux côtés d'Apolline de Malherbe. Débat animé, échange assez musclé. Débat vif et pour une raison simple. C'est le seul débat de cette campagne des municipales à Paris. BFM TV et le Figaro TV ont réussi à réunir non pas l'ensemble des candidats avant le premier tour, puisque l'actualité internationale et puis le refus des uns et des autres l'a empêché, mais en tout cas, les 3 finalistes étaient sur un même plateau. C'est ce que nous avons réussi à faire en unissant nos forces, le Figaro et BFM TV. Nous avons réussi à le faire, les réunir tous les 3 finalistes sur un même plateau pour qu'ils puissent enfin débattre, exposer leurs projets, mais aussi, vous l'avez dit, leur personnalité aux Parisiens qui sont appelés à voter ce dimanche 22 mars au soir, puisqu'après 25 ans de règne socialiste, il y a la possibilité pour la droite et le centre, derrière Rachida Dati, de mettre fin à 25 ans de règne socialiste, ou au contraire, pour Emmanuel Grégoire, qui conduit une liste d'adjoints actuels ou anciens d'Anne Hidalgo, lui-même a été ancien premier adjoint, David Béliard, l'écologiste, il est adjoint d'Anne Hidalgo, Yann Brossa, le communiste, il l'a été, et donc c'est la continuité d'une certaine façon du mandat Hidalgo, même si Emmanuel Grégoire, c'est l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, aujourd'hui, ils sont brouillés tous les deux. Donc si vous voulez, il y avait un enjeu dans ce débat. Il y a un enjeu derrière ces élections. On n'a pas parlé encore de Sophia Chikirou, mais elle s'en est bien sortie, si je ne dis pas de bêtises, pendant ce débat. Sophia Chikirou, c'est simple. Hier, il y avait des candidats qui avaient beaucoup à perdre, Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, et puis il y avait une candidate qui n'avait rien à perdre et qui d'ailleurs a plutôt gagné, c'est Sophia Chikirou, vous avez raison. Après cette campagne un peu outrancière, et pas qu'un peu d'ailleurs, de la France Insoumise, cette campagne des municipales qui a été marquée, émaillée par des propos de Jean-Luc Mélenchon qui allait emprunter au code des antisémites, notamment lorsqu'il a moqué certains non-juifs, Glucksmann et Epstein, pour les citer. Après cette campagne outrancière de la France Insoumise, Sophia Chikirou, hier, elle est apparue plutôt sérieuse. Elle maîtrisait plutôt ses dossiers. Elle avait des propositions concrètes à faire aux Parisiens. Et donc, il fallait qu'elle rassure. Elle manque de notoriété, Sophia Chikirou. Donc, il fallait d'abord qu'elle se fasse connaître des Parisiens en particulier et des Français en général. Et puis, qu'elle apparaisse en effet moins outrancière que ce que la France Insoumise a donné à voir ces dernières semaines si elle veut pouvoir exister au second tour. A priori, c'est pas lui faire injure que de dire qu'elle n'a aucune chance de devenir maire de Paris, mais elle a des chances de piquer quelques points à Emmanuel Grégoire, et je pense qu'hier soir, elle l'a fait.
François Coq, comment est-ce que vous avez perçu les choses en tant que politologue? Quel est le regard que vous avez posé sur ce débat? D'abord, ce n'est pas étonnant que ce soit un débat qui intéresse et que ce soit une campagne qui intéresse, parce qu'il y a l'enjeu qui était préexistant même au premier tour. Et puis après, il y a un phénomène politique qu'on connaît bien, c'est que dès qu'il y a des dynamiques qui se mettent en place, tout de suite, ça titille l'intérêt des uns et des autres. Et aujourd'hui, des dynamiques, il y en a une qui est existante, qu'on ne peut pas nier, c'est celle autour d'Emmanuel Grégoire après le premier tour. Qui est arrivé largement en tête. Qui est arrivé largement en tête, avec un score sans doute au-delà de ce qu'il envisageait. Mais il y a la possibilité d'une dynamique qui puisse se mettre en place dans l'entre-deux tours autour de Madame Dati. Donc il y a une candidature dont on est sûr qu'elle existe et dont on sait que c'est quand même rare qu'une candidature puisse s'estomper comme ça d'un coup dans l'entre-deux tours. Mais par contre, il y a la possibilité qu'une deuxième dynamique puisse se mettre en place. Et puis il y a un troisième enjeu, vous l'évoquiez pour Madame Chikirou, c'est que c'est sûr que le fait qu'elle soit maire de Paris, c'est pas l'éventualité la plus probable, hein. Mais elle a ses propres enjeux, elle aussi. Il y a des enjeux internes au sein de la France insoumise, la capacité à apparaître dans les cœurs métropolitains, et puis les enjeux propres à LFI. On regardera qui prendra la succession de M. Mélenchon au-delà de 2027, et Paris est plutôt un bon marchepied d'une manière générale. Je vous donne la parole, Sylvain Maillard, pour comprendre comment ça a été vécu de votre côté, du côté de Rachida Dati, ce débat. D'abord, nous, on voulait un débat. On l'a toujours dit depuis des mois et des mois. Rachida Dati a refusé un débat avant le premier tour. Parce que nous, ce qu'on ne souhaitait pas, c'était un débat où il y a l'ensemble des candidats. Ce que nous souhaitions, c'était un affrontement avec Emmanuel Grégoire, parce que Emmanuel Grégoire, depuis des mois, et je le dis partout, le prochain maire de Paris, ce sera ou Emmanuel Grégoire ou Rachida Dati. Nous le savons. Là-dessus, il est d'accord avec vous. Et bien sûr, mais nous le savons tous, très honnêtement. Et donc, nous voulions un affrontement parce que on a deux projets qui n'ont rien à voir. D'un côté, c'est la continuité de 25 ans, vous l'avez dit, parfaitement dit, de socialisme communiste, écolo, où ils disent en permanence qu'on fera mieux là-dessus avec la même équipe. En fait, ça va s'améliorer. Et de l'autre côté, un projet qui est radicalement différent. On veut changer Paris sur la sécurité, sur la propreté, sur le logement, sur les mobilités, sur le périscolaire, bien sûr. Irréconciliables de Paris. Oui, c'est deux visions différentes. Et très important, moi j'ai porté la réforme du mode de scrutin, je l'ai portée dans l'hémicycle, on a réussi enfin à la faire passer. Cette fameuse loi PLM. C'est de la fameuse loi PLM. Elle est très importante parce que cette fois-ci, elle permet vraiment que chaque citoyen se mobilise. D'ailleurs, on a eu beaucoup plus de participation, on a eu beaucoup plus d'inscriptions sur les listes électorales parce que, quel que soit votre poids, partout dans Paris, vous habitiez le 16e, le 20e, le 18e, le 5e arrondissement, etc. Notre voix compte. La voix compte la même chose. Et donc, du coup, ça ouvre beaucoup plus le jeu et donc la campagne devient de ce fait beaucoup plus intéressante et une dynamique plus forte, d'ailleurs dans les arrondissements, mais surtout aussi au global. Arthur Berdet, hier, on a eu le sentiment, et c'est ce que beaucoup d'analystes ont décrit aussi ce matin dans les différents papiers que j'ai parcourus, qu'il y avait une forme d'alliance un peu incongrue entre Rachida Dati et Sophia Chikirou contre Emmanuel Grégoire. Évidemment, c'est une caricature, mais c'est vrai qu'on a eu ce sentiment parfois en plateau. On peut comprendre que le sentiment existe, d'abord parce que les trois acteurs se connaissent. Rachida Dati, elle a été ministre et donc elle siège dans ce qu'on appelle le banc des ministres à l'Assemblée nationale, où Sophia Chikirou et Emmanuel Grégoire sont tous les deux députés. Rachida Dati, elle est par ailleurs élue du 7e de longue date et donc elle connaît Emmanuel Grégoire qui est lui aussi élu de Paris de longue date. Donc ce sont des gens qui sur le plan humain se connaissent, ce sont des gens qui sur le plan politique se combattent et je crois que ce n'est un secret pour personne que de dire que Rachida Dati, sarkozyste, converti au macronisme, membre des Républicains, n'est vraiment pas sur la même ligne politique que Sophia Chikirou, insoumise, membre de LFI. Pour autant, est-ce que les deux femmes ont un intérêt commun dans cette élection municipale? La réponse est oui, évidemment. C'est voir Emmanuel Grégoire perdre Paris. Absolument, c'est faire battre Emmanuel Grégoire. Sophia Chikirou parce qu'elle considère qu'il est d'une fausse gauche, si je puis le dire aussi trivialement. Rachida Dati parce qu'elle souhaite l'alternance pour Paris. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de tout à fait intéressant que l'on observe chez les Insoumis ces derniers jours, c'est que pour la France insoumise, tout le monde est devenu soit d'extrême droite, soit fasciste. C'est-à-dire que l'arc antifasciste qu'ils prétendent incarner dans ces élections municipales, il s'étend quasiment jusqu'au centre, puisque c'est le cas, y compris à Toulouse. En revanche, les Insoumis nous expliquent que Rachida Dati, elle, n'est pas fasciste. Alors, ils ont raison sur ce point. Hein. Là où ils ont tort, c'est lorsqu'ils désignent tous les autres comme étant des fascistes. C'est d'ailleurs cette question que vous avez posée, cette question de la fascisation et de la comparaison. Le Pen, Knafo, vous avez posé cette question. Knafo a été comparé à Jean-Marie Le Pen, ce qui peut sembler un petit peu en décalage. Anachronique, en tout cas. Absolument, à la fois, mais y compris en décalage sur le fond, puisque Jean-Marie Le Pen n'est pas vraiment Sarah Knafo et inversement.
Rachida Dati comme Sophia Chikirou qui se sont dites choquées et blessées des propos tenus par Emmanuel Grégoire sur leurs supposées accointances. Je vous propose qu'on écoute ce moment. Non, parce qu'on respecte nos... Non, nous faites pas comme M. Grégoire qui a dit les deux qui se connaissent, genre les deux Arabes qui se connaissent. Non, on se connaissait pas, on avait les mêmes parcours. Voilà. Mais on se respecte. C'est ça que vous avez dit, Emmanuel Grégoire? Vous doutez bien que oui, c'est mon genre. Vous avez parlé des deux Arabes qui se connaissent, c'est mon genre de dire ce genre d'horreur. Mais bien sûr, madame. Tout le monde croit ça. Et les gens qui nous regardent on l'a reconnu toutes les deux. Oui, bien sûr. Vous l'avez ressenti aussi? Tout le monde croit. Moi, je l'avais très mal pris, oui, j'avoue que... Que j'évoque la proximité entre vous. Alors, je vais vous dire, ça n'avait rien à voir avec ce que nous sommes et d'où nous sommes. Sylvain Maillard, vous avez très bien résumé ça en off. Première lame, deuxième lame. Hein. Oui, je pense que d'estimer... en tout cas, elles l'ont ressenti et l'une et l'autre. De la même manière. C'est intéressant. En fait, au fond, elles doivent se connaître puisqu'elles sont, comme l'a dit Rachida Dati, de façon très brute, elles sont arabes. C'est ça qu'en fait qui a blessé profondément. Moi, je trouve que c'est bien. Vous pensez qu'on peut accuser Emmanuel Grégoire de racisme? Je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais qu'il y a eu ce biais, qu'il a ce biais d'ailleurs. En tout cas, il l'a reconnu et il s'en est excusé au moins auprès de Sophia Chikirou, qui lui a dit très clairement voilà comment elle l'a mal vécu. Et moi, j'ai trouvé que pendant ce débat, pour le coup, qui a été long et qui était intéressant, surtout il y en avait un qui était très Emmanuel Grégoire, qui était très donneur de leçons en réalité. Et les Sophia Chikirou comme Rachida Dati, je trouve, sont allés le piquer en permanence parce qu'ils donnent des leçons. Ils donnent des leçons sur hier soir, mais ils donnent des leçons en général, en permanence. David Béliard, Yann Brossard, ils nous expliquent toujours la vie en permanence. Eux, ils savent, nous, on ne sait pas. On n'est jamais au même niveau qu'eux. Et donc, je crois que ça s'est bien vu dans ce débat, c'est qu'à un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit, les donneurs de leçons, le tableur Excel, ça suffit. Et donc, je trouvais que c'était un vrai moment de vérité, ces 3 heures de discussion, qui ont révélé des caractères, très clairement. Et maintenant, les Parisiens vont pouvoir choisir dimanche. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui a été traité longuement, qui est peut-être le sujet phare, en tout cas, de cet entre-deux tours des municipales à Paris. C'est évidemment le scandale du périscolaire à Paris. On sait que Emmanuel Grégoire, étant l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, est tenu pour responsable, de par le bilan de la mairie de Paris sur ce sujet. Rachida Dati n'a pas eu peur de le tenir responsable de ce qu'elle nomme un scandale pédocriminel. On l'écoute. Le scandale pédocriminel, vous avez recruté ces agents du périscolaire. Vous les avez recrutés et nous avons alerté, j'invite les Parisiennes et les Parisiens à regarder le Conseil de Paris du 14 avril 2015. On vous interroge, vous dites vous-même, je vous réponds, en charge du recrutement et des ressources humaines. C'est un peu violent quand même, non, d'accuser quelqu'un d'être responsable d'un scandale pédocriminel. On ne peut pas aujourd'hui affirmer qu'Emmanuel Grégoire est responsable. Il était dans une équipe qui était à la gouvernance d'une ville pendant que des actions comme celle-ci ont été menées. Et il faut que la justice tranche. C'est le drame de notre pays, de ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais de responsable. C'est-à-dire qu'on est élu. En fait, pourquoi on veut être maire de Paris? En fait, on est responsable de rien. Dans l'administration, personne n'a été viré. On est responsable de rien. En fait, c'est une mairie dans laquelle, si vous prenez une initiative, d'ailleurs, c'est le bruit qui court, prenez une initiative, vous êtes un mauvais fonctionnaire. Un bon fonctionnaire, c'est quelqu'un qui ne fait rien, qui ne prend aucune initiative. C'est un drame. Non, il y a une responsabilité. Personnellement, si. Vous savez, quand je reçois les familles, comme d'autres élus, que ce soit de droite ou de gauche, ils viennent vous voir et vous dites, voilà, moi je vous donne mon enfant. À 8h30, je l'amène à l'école. Que ce soit l'école ou le périscolaire. Moi, mon enfant, on rentre et on me dit, et j'apprends où j'ai subi des attouchements ou des viols à la maternelle. C'est ça. On a à l'heure actuelle plus de 75 procédures en cours sur des peut-être pédocriminels. En tout cas, il y a une procédure en cours. Plus de 200 agents, en tout cas le chiffre que j'ai dit, qui est sorti très largement, parce qu'on a du mal à voir ce chiffre. Parce qu'en fait, ils ne communiquent pas dessus. On dit, non, c'est la justice, on n'en parle pas. Mais des sources internes qu'on avait, plus de 200 agents sont à l'heure actuelle suspendus pour des suspicions. Et évidemment, c'est sur un peu plus de 11 000, que je sois très clair, sur un peu plus de 11 000 agents qui, et pour beaucoup d'entre eux, font un travail merveilleux. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé également Emmanuel Grégoire hier. Mais comment on peut continuer à être dans un pays, dans une ville où personne n'est responsable? Donc le responsable des ressources humaines, le premier adjoint, c'est le même. En fait, il ne savait pas. Et le pire, c'est que lui-même, et c'est dans un moment très touchant, il y a quelques semaines, va sur France Inter, après un conseil de Paris extrêmement dur pour lui, où on ne parle que de ça. De la pédocriminalité dans les écoles du 11e, du 12e. Il y en a partout, Il dit dans un moment en disant, moi j'ai vécu ça. Il a été victime lui-même. Et donc,
quand on a été victime, et d'ailleurs je trouvais que Rachida Dati a été très bien à ce moment-là, elle dit « Moi j'ai été victime d'un mariage forcé. Je me bats toute ma vie pour protéger les femmes qui sont victimes de ça. » Il sait ce que c'est le drame. Et c'est terrible comme drame. Donc vous dénoncez l'inaction. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Rien. François Coq, en tant que politologue, comment est-ce que vous visualisez l'importance, l'impact de ce sujet du périscolaire et de ce scandale du périscolaire parisien ? D'abord, je peux vous rejoindre sur le fait que dans ce pays, beaucoup de citoyens ressentent comme un drame le fait que personne n'est jamais responsable de rien. Et ce n'est pas propre à la mairie de Paris. Et la dernière enquête du Cevipof de ce début d'année le confirme. Ça fait partie des choses qui affaissent et qui affaiblissent aujourd'hui le politique. Sur la question du périscolaire, on voit bien que cette question avait été portée un tout petit peu pendant la campagne avant le premier tour. Mais on voit bien que Mme Dati a un certain savoir-faire et qu'elle avait gardé une balle dans le barillet d'une certaine manière, puisque dès le lendemain du premier tour, ce lundi, elle a attaqué sur ce sujet-là et que maintenant, elle y va, elle en remet une couche à chaque fois. On voit Emmanuel Grégoire qui est mis de plus en plus sur la défensive. Il a eu du mal, effectivement, à se sortir de ce sujet lors de ce débat. Et c'est quelque chose qui pèse, parce qu'il y a une dimension politique, mais ça touche aussi les affects de chacun. Vous l'évoquiez, tous ces enfants qui ont été placés et qui ont été en situation. Pourtant, quand on lit son programme, il a des mesures fermes. Au même titre d'ailleurs que les autres candidats toujours en lice, pour que les choses changent. Mais comprenez bien que justement, dans un débat comme celui-ci, quand on aborde cette question, c'est la question de l'affect qui supplante qui parle peut-être en premier. Arthur Berda, il y a une phrase qui a été soulevée aussi par Rachida Dati, qui dénonce les propos d'Emmanuel Grégoire, qui a dit à plusieurs reprises « Oui, il y a un drame, il y a un scandale dans le périscolaire parisien et c'est terrifiant, mais on est dans la moyenne nationale. » Ça a été un moment assez fort aussi en communication politique. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant à démêler. Comment est-ce que vous l'avez vécu et ressenti sur ce plateau hier ? C'était à tout le moins, cette phrase elle est à tout le moins maladroite, et c'est le moins que l'on puisse dire. Vous disiez tout à l'heure, et vous avez raison, que l'opposition tient Emmanuel Grégoire en accusation, en responsabilité sur ce sujet. Pour une raison simple, Emmanuel Grégoire, il a été directeur des ressources humaines de la ville de Paris, il a été premier adjoint d'Anne Hidalgo, il est aujourd'hui candidat à la mairie de Paris, et aucun de ces trois Emmanuel Grégoire-là ne semble reconnaître l'existence d'un système, ou en tout cas, et c'est la question que j'ai essayé de lui poser hier, n'a de proposition concrète pour que cela change dès la rentrée scolaire de septembre. Parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, d'une affaire qui a eu lieu dans un établissement à Pau, dans les Pyrénées, qui s'appelle Betaram, qui est un établissement d'enseignement privé dans lequel étaient scolarisés les enfants de François Bayrou et dans lequel avaient cours des agissements de violence et de violence sexuelle à l'égard de certains enfants. 40 ans plus tard, on a tenu François Bayrou pour responsable de ce qu'il se passait dans un établissement de la ville où ces enfants étaient scolarisés. Ce qu'il se passe aujourd'hui dans la capitale de la France me semble être un Betaram à ciel ouvert à l'échelle d'une ville entière et dont nous sommes tous contemporains et surtout qui continue de se produire. Et c'est en cela que c'est très surprenant cette affaire du périscolaire parisien. Il y a un nombre de victimes, une c'est déjà trop. Aujourd'hui, il y en a bien plus malheureusement qu'une. Il y a des milliers de parents d'élèves qui ont regardé hier ce débat et qui attendaient des réponses pour la rentrée scolaire de septembre. Je crois qu'ils en ont eu assez peu en réalité sur la rentrée scolaire de septembre. Entendons-nous, tout le monde est d'accord sur le constat. Ce qui m'a semblé manquer hier soir, c'est comment est-ce que ce sujet est réglé dès la rentrée scolaire de septembre ? Parce que pendant des années, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux candidats hier, pendant des années, les parents ont cherché à scolariser leurs enfants pour qu'ils aient la meilleure éducation possible. C'est une sorte de cartographie un peu des établissements. Absolument. Et aujourd'hui, à Paris, dans la capitale, les parents réfléchissent à l'établissement dans lequel leur enfant ne sera pas violé. Je crois que dire cela, c'est terrible pour une ville comme Paris. Et je crois que l'urgence pour les trois candidats, c'est de donner des réponses aux parents et aux Français pour la rentrée scolaire, non pas dans 1 an ou dans 2 ans, celle de septembre qui est dans 6 mois. La réponse de Rachida Dati. Non mais c'est pas septembre qu'il faut, c'est une réponse dès le mois d'avril. En fait, donc on ne va pas laisser les enfants pendant 2 mois, 3 mois, puis on ne sait pas ce qui se passe. Ce qu'a dit Rachida Dati, ce que nous disons depuis des semaines, c'est très simple. Au moment où on arrive aux responsabilités, Conseil de Paris exceptionnel, où on va faire en sorte de voter différentes mesures. La première mesure immédiate. Bournazel, d'ailleurs. Exactement. Et nous reprenons et on a dit là-dessus, on a séquencé pour que dès que la première semaine, ce soit immédiatement en place. Il n'y aura plus un seul agent seul face aux enfants. Tout de suite.
C'est-à-dire que c'est très simple, il n'y a plus un agent seul. Enfin, on s'aperçoit que dans certaines écoles, on peut même se demander s'il n'y a pas un système d'organisation pédophile. Quand vous avez 3 animateurs qui sont poursuivis à l'heure actuelle, volants, c'est-à-dire qui passent d'une école à l'autre, et dans la même école, avec différents enfants, c'est que là, honnêtement, ils se parlent entre eux. Donc nous, on dit 2 adultes obligatoirement devant les enfants. Il n'y a plus un adulte seul. Jusqu'à la rentrée, et à la rentrée, on change le rythme scolaire. On passe à une journée de 4 jours dans la semaine. 4 jours dans la semaine, comme dans 85% et un jour plein de périscolaire. Et un jour plein de périscolaire. Le mercredi. Pour faire quoi? Parce que nos agents du périscolaire, un peu plus de 11 000 agents d'associatifs et tout. Combien ils gagnent pour faire ce boulot-là, de s'occuper de nos gosses? C'est un métier qui est pas bien enfants, valorisé. c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Ils gagnent entre 420 € et 780 €. C'est plus possible. Et donc, vous avez évidemment du personnel, d'abord qu'on a du mal à recruter, et puis évidemment qu'on ne forme pas. On a une paupérisation incroyable. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du plein temps, et on organise leur semaine, que ce soit plus facile, qu'on recrute plus facilement, donc avec une journée pleine, des chargés d'études, d'ailleurs qu'on fasse les devoirs le soir, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça nous semble plus logique que de continuer à faire des activités. On peut le faire, mais notre priorité, ce sont les devoirs. Et ceux qui le souhaitent, on leur proposera de passer les formations pour être AESH, accompagner nos enfants en situation de handicap. On en manque cruellement à Paris. Et là, on a tout ce personnel-là qui n'est pas formé. On voit bien que ça ne marche pas. Donc nous, ça, c'est la rentrée septembre, mais des mesures tout de suite, dès notre arrivée à la gouvernance de Paris. François Coq, en quoi est-ce que c'est très différent de ce que propose Emmanuel Grégoire ? Ce qui est important, c'est celui qui arrivera à convaincre le plus, justement, qui peut mettre en place des choses effectives. Donc c'est une question de crédibilité sur ce sujet. Et là, Rachida Dati part avec de l'avance. Plus encore que de crédibilité, effectivement, la temporalité est quelque chose qui est toujours décisif en politique. Toujours. Il faut agir au bon moment en disant la chose qui est adaptée à l'instant. Celui qui arrivera à convaincre qu'il peut mettre en place quelque chose au lendemain de la municipale et qui ensuite pourra changer globalement le système. Je ne sais pas si c'est Madame Dati, je ne sais pas si c'est Monsieur Grégoire, c'est pas mon rôle de le dire, mais en tout cas cette question de la temporalité est quelque chose qui sera décisif. La crédibilité est liée à la temporalité. Je veux juste préciser, aucun casier judiciaire n'est vérifié. C'est-à-dire qu'on met face à vos enfants à la maternelle, on ne vérifie pas. Ça paraît complètement dingue d'ailleurs. Non mais ça paraît juste un problème. Donc évidemment, on va rechecker l'ensemble des casiers judiciaires. Ça va prendre quelques jours, quelques semaines de faire. Et en attendant, on aura tout de suite. Ben, bien sûr. Mais ça paraît tellement évident. C'est juste dingue que ce ne soit pas fait à l'heure actuelle. Alors Emmanuel Grégoire nous dit je vais faire une convention. Mais de quoi? C'est tout de suite. Tout de suite. Vous savez, on a eu beaucoup pardon d'être un peu long, mais je crois que c'est important sur nos enfants. D'abord, les parents sont fous de rage et ils ont raison, et d'inquiétude. Et deuxièmement, pendant le périscolaire, pendant les vacances de février, les parents venaient tous inquiets ou nous donnaient pas nos enfants. Disant, mais je vais pas mettre mes enfants dans le périscolaire à Paris. Il y a une défiance ensuite et une méfiance systématique, donc, bien sûr. On a un écroulement du périscolaire. Il nous faut absolument redonner de la confiance. Très rapide. On a fermé 140 classes l'année dernière. Déjà, il n'y a plus de familles à Paris. Tout le monde s'en va. Si en plus, et on n'a plus confiance dans l'école de la République, où va-t-on? Une politique pour que les familles aient envie de venir, de rester à Paris. Emmanuel Grégoire a accusé ce matin le président de la République, Arthur Berda, de s'être mêlé du retrait de Sarah Knafo. On l'écoute, il était sur France Info au micro d'Agathe Lambray. Emmanuel Macron est intervenu, c'est beaucoup de vos confrères qui nous l'ont relayé, pour faire en sorte que l'extrême droite se retire au profit de sa candidate. Attendez, vous pensez imaginez la responsabilité morale immense qu'a le président de la République. L'entourage du président de la République a démenti assez rapidement. Oui, catégoriquement, et je crois qu'à l'exception peut-être d'Emmanuel Grégoire, personne ne peut sérieusement imaginer qu'il existe des contacts entre Emmanuel Macron et Sarah Knafo. Je parle en la présence de Sylvain Maillard, qui a été président du principal groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Ça paraît assez loufoque. Les oppositions peuvent faire beaucoup de reproches aux macronistes et au macronisme. Je crois qu'Emmanuel Macron est lui-même l'objet de plusieurs procès et plusieurs reproches, parfois légitimes sur le fond. En revanche, je crois que personne ne peut sérieusement imaginer qu'il ait le moindre contact, ni avec Sarah Knafo, ni avec Reconquête. La seule fois où Emmanuel Macron a eu un contact avec Éric Zemmour, hors un échange public, c'est lorsqu'Éric Zemmour a été agressé dans la rue, dans le 9e arrondissement de Paris d'ailleurs, et qu'Emmanuel Macron lui avait passé un coup de fil à l'époque pour s'en émouvoir. Voilà. Je crois que c'est la seule fois où il y a eu un contact privé entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, et avec Sarah Knafo, je ne crois pas qu'il y en ait déjà eu.
Sachant qu'on précise en plus qu'on sait bien dans quel contexte c'est négocié la fusion avec Pierre-Yves Bournazel. Macron, vous avez raison, est intervenu pour obtenir la fusion avec Pierre-Yves Bournazel, qui était candidat soutenu par Renaissance, parti fondé ça, c'est une vérité, on peut l'affirmer. Emmanuel Macron, absolument. Emmanuel Macron, il est intervenu auprès d'Édouard Philippe, pas directement auprès de Pierre-Yves Bournazel, auprès d'Édouard Philippe, qui est alors pardon de rentrer dans la tambouille, mais Édouard Philippe, c'est le patron d'un parti qui s'appelle Horizon. Pierre-Yves Bournazel, il était soutenu par Horizon et par Renaissance. Renaissance, le parti fondé par Emmanuel Macron, dont Emmanuel Macron, je crois, est d'ailleurs statutairement encore le président d'honneur, je parle sous votre contrôle. Et donc, le président d'honneur du parti Renaissance a parlé au président du parti Horizon, et le résultat, c'est que Pierre-Yves Bournazel s'est retiré pour Rachida Dati, a fusionné avec Rachida Dati. Et s'est retiré par la même... Vous comprenez bien quand même que le président de la République donne quelques bâtons pour se faire battre, en se mêlant à la fois de cette fusion, en faisant savoir et connaître ses déclarations en Conseil des ministres, où il appelle à faire un barrage et à battre les extrêmes. Ce qui n'est pas tout à fait cohérent. Non, mais le président de la République s'immisce, parce qu'il a quand même un petit peu de mal à s'en empêcher, dans ces élections municipales. Et c'est pas illégitime d'une certaine manière que M. Grégoire veuille s'en saisir. C'est ce que je cherchais à dire en disant qu'il y a suffisamment de motifs légitimes pour faire des reproches à Emmanuel Macron, pour ne pas en inventer par ailleurs sur des thèmes qui me semblent totalement C'est quoi, c'est la preuve qu'il perd pied ? Non, je crois que c'est la tentative habituelle à gauche de diaboliser l'adversaire et d'en faire une figure de l'extrême droite. Parce que vous savez, maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout le monde est d'extrême droite, tout le monde est fasciste. Et donc, tous les moyens sont bons pour faire de son adversaire une personnalité d'extrême droite. D'ailleurs, hier, Emmanuel Grégoire a convoqué Jean-Marie Le Pen pour parler de Sarah Knafo, ce qui m'a semblé un petit peu outrancier. D'ailleurs, on va continuer à parler d'Emmanuel Grégoire. Vous étiez dans les coulisses, évidemment, de ce débat, de cette interview au long cours. On a entendu Emmanuel Grégoire dire que Rachida Dati l'aurait insulté en sortie de plateau. Emmanuel, tu es vraiment un connard, je crois qu'on est... Alors, je suis content que vous me donniez l'occasion d'en parler, puisqu'en effet, vous avez raison, j'ai assisté à cette scène. Alors, en général, c'est plutôt des coulisses dont nous, les journalistes et les responsables politiques, avons l'habitude, parce que quand les caméras s'éteignent, tout le monde continue à parler. On ne disparaît pas, la poudre de perlimpinpin n'apparaît pas et on ne disparaît pas immédiatement du plateau, donc il arrive qu'on se parle. Et donc, je vous disais tout à l'heure que Sophia Chikirou, Emmanuel Grégoire, Rachida Dati, ce sont trois personnes humaines qui se connaissent, qui se côtoient et qui ont des échanges une fois que la caméra est éteinte, où ils ne pactisent pas ensemble. En revanche, ils ont des échanges plus humains. Et donc, Rachida Dati, c'est vrai qu'elle s'est dirigée hier vers Emmanuel Grégoire après le débat pour lui dire « t'as pas changé ». Alors, elle a dit sur des termes un peu plus, comment dirais-je, triviaux, ou avec une trivialité que je ne vais pas retranscrire. Je crois qu'on peut utiliser les vrais termes, non ? Je vais vous le dire. Ça serait mieux. Elle a dit « bon alors Emmanuel, t'es toujours aussi con quand même ». Et Emmanuel Grégoire lui a répondu « ah tu sais Rachida, dans la vie il y a des bons et des mauvais moments, alors je te concède que celui qu'on vit c'est pas le meilleur ». Voilà l'échange tel qu'il a eu lieu entre Rachida Dati et Emmanuel Grégoire une fois que la caméra s'est éteinte, mais c'était un échange qui était non pas amical, mais qui en tout le cas, à tout le moins, était on peut dire piquant, léger, mais moins violent que ce qu'a décrit. Léger, d'ailleurs, il n'était pas piquant. L'échange, il avait vocation à être léger, c'est-à-dire que Rachida Dati, elle est arrivée avec la spontanéité qui est la sienne, et Emmanuel Grégoire, il lui a répondu avec la même spontanéité. Et donc, venir le lendemain sur un média pour faire de cet échange léger et trivial un argument politique. J'ai trouvé ça assez surprenant de la part d'Emmanuel Grégoire ce matin sur France Info. Alors on était en campagne, tous les coups sont permis. C'est le jeu. Peut-être que Rachida Dati d'ailleurs a eu tort d'avoir cette trivialité ou cette familiarité avec lui. Oui, mais c'est le naturel qu'on lui connaît. Oui, mais en campagne, il ne faut peut-être pas le faire. Et donc, je trouve que c'est déplacé de la part d'Emmanuel Grégoire que de faire ça ce matin. Et je regrette qu'on ne puisse plus se permettre ce genre d'échange quand les caméras sont éteintes. Parce que ça fait partie de la vie politique. De la vie tout court d'ailleurs. De la vie tout court. Attendez, c'est logique. Il a perdu le débat hier. Et vous le savez très bien, il a été largement dominé par Sophia Chikirou, qui, je sais pas, moi je combats Sophia Chikirou, mais qui a été la meilleure hier soir. C'est elle qui a dominé le débat. Et évidemment, les deux autres, Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, eux, ils ont plus à perdre. Et donc, il a été mis par terre et c'était compliqué pour lui. Je pense qu'il a eu 3 heures compliquées. Et donc, en réalité, à la fin... c'est un peu la tape dans le dos de la fin de... Il n'a pas été bon. Il repart du plateau. J'étais moi-même présent dans le studio de BFM. Et d'accompagner, il repart le plateau avec ses soutiens et tout le monde fait la gueule, en fait. Je ne vais pas vous mentir. Et donc, il ressort de là et dit faut allumer un contre-feu. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Sinon, on va parler toute la journée. Toute la journée, on va dire il n'a pas été bon, il était mauvais, il va perdre. Il faut relancer les discussions sur autre chose. Donc, il faut tout de suite relancer sur autre chose. Donc, il trouve 2 choses.
elle m'a traité de connard et le président de la République, dans un complot diabolique, s'occupe de la municipale à Paris et évidemment fait en sorte que Madame Knafo s'en aille. Vous voyez bien que c'est grotesque, mais ça a l'avantage d'ouvrir un contre-feu et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la prestation extrêmement moyenne, voire médiocre d'Emmanuel Grégoire. Dans tous les grands débats d'ailleurs, on voit à Marseille, Martine Vassal s'est écroulé, Jean-Michel Aulas s'est écroulé, et bien à Paris, ce sera Emmanuel Grégoire. En tout cas, c'est sympa de la part de Sylvain Maillard de relever que tous les débats organisés par BFM TV et Le Figaro ont eu un impact dans ces élections municipales. Ça a été le cas avant le premier tour. Pour le second tour, je vous laisse pour l'instant faire votre analyse, on verra ce que ça donne dans les urnes. Si vous le permettez, tout ça conforte quand même quelque chose. Le spectacle auquel on assiste post-débat, c'est la polarisation au sein de la vie politique. On a eu, avant le premier tour, la polarisation vis-à-vis du Rassemblement national d'un côté, avec le front antifasciste, vis-à-vis de LFI de l'autre, avec le cordon sanitaire. On a eu la polarisation au sein des blocs, entre le Parti socialiste et LFI. On a maintenant une polarisation, y compris sur les segments les plus traditionnels, dans un débat globalement gauche-droite, comme on a pu en connaître, mais qui est quand même très polarisé. On a la polarisation à tous les étages, aujourd'hui, dans notre vie politique, et il va peut-être falloir quand même s'interroger sur les effets que celle-ci induit. Je ne suis pas sûr, par exemple, que le faible taux de participation que nous avons connu, et surtout une participation très différenciée, relativement forte dans certaines métropoles, beaucoup plus basse dans le reste du pays, soit étranger à cette polarisation extrême qui agit à tous les niveaux. Merci beaucoup à tous les trois. On va évidemment continuer à suivre ce sujet de près et Le Figaro TV vous prépare une soirée spéciale dimanche pour suivre les résultats de 19h à 23h30. Merci beaucoup Arthur de nous avoir raconté les coulisses de ce débat organisé par BFM TV et Le Figaro. Merci à tous les deux également. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Dans le cadre majestueux de la salle Playel, l'édition 2026 de Sentinelle d'un soir s'annonce comme l'un des grands rendez-vous culturels et solidaires de l'année. Porté par le gouverneur militaire de Paris au profit du Bleuet de France, ce concert exceptionnel réunira artistes de renom et musiciens des armées pour une soirée unique où l'émotion se dispute à l'excellence artistique. Avec la présence de Thomas Dutronc, Hélène Ségara, Elisa Tovati et bien d'autres, la scène promet de vibrer au rythme d'un engagement fort, faire résonner la musique au service de la mémoire et de la solidarité. On en parle avec nos deux excellents invités autour de la table. Lieutenant-colonel Frédéric Moutin, vous êtes chef de cabinet du gouverneur militaire de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Éric Jean-Jean, est-ce qu'on a besoin de vous présenter ? Ce serait sympa. Animateur, évidemment. Messieurs, je tenais d'abord à revenir sur le succès des années précédentes, des deux éditions précédentes. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui a plu ? C'est quoi la recette magique ? J'ai envie de dire, la recette magique, c'est le talent qu'on agglomère. C'est-à-dire que d'un côté, vous prenez des artistes de variété ou de divertissement, et de l'autre, vous rajoutez les orchestres des armées, et donc vous avez vraiment des talents incroyables. Et je disais d'ailleurs tout à l'heure, avant qu'on commence, c'est-à-dire que pour parler de ça, imaginez Aya Nakamura, la garde républicaine pendant la cérémonie des JO. Ça donne un mélange absolument génial. C'est ce qu'on fabrique lors de cette soirée. C'est ce que vous faites également. Un mot peut-être. Je pense que le volet complémentaire qu'on peut apporter, c'est que la cause est noble. Je pense que quand vous mettez du talent, un peu de mix entre de la variété et de la musique militaire, et que vous portez tout ça au sein d'une cause qui est extrêmement noble, qui est la solidarité avec les familles, avec les blessés, les familles endeuillées, etc., je pense que ça apporte effectivement un mélange qui est une bonne recette pour le succès. Et une touche d'âme en plus, vous avez raison de le préciser. On va tout de suite en parler puisque c'est un moment artistique et solidaire, ce concert qui est organisé au profit du Bleuet de France. Est-ce qu'on peut rappeler ses missions ? Parce qu'on est là pour ça aussi. Oui, bien sûr. Donc, le Bleuet de France est intégré au sein de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. C'est un fonds qui est devenu autonome en 2023 et qui vise justement à accompagner toutes les familles, tous les blessés, toutes les familles des familles endeuillées qui ont souffert la perte d'un proche en opération. Depuis 1991, il soutient aussi les victimes d'actes terroristes. Oui. Donc la cause s'est élargie et on voit bien dans le contexte actuel, la France est largement engagée et donc on a plus que jamais besoin de l'action du Bleuet de France aujourd'hui. Mobilisation encore plus importante, qu'on doit prendre avec encore plus de sérieux au vu de la géopolitique et de l'actualité ?
Tout à fait, l'actualité brûlante même nous le montre. L'hommage national qui a été rendu au Major Frion mardi en témoigne. Et je pense que c'est d'autant plus important de s'investir et de s'engager dans ce type d'activité caritative dont l'intégralité des fonds, vous l'avez dit, sont reversés au Bleuets de France, qui pourra aider ces familles. Et pour mobiliser, vous avez choisi de faire une fête, je trouve ça formidable, une fête où on célèbre aussi des talents parfois un peu cachés, les talents de nos armées, qui seront concernés et concentrés sur scène demain à 20h sur la scène de la salle Pleyel. Alors, il y a des artistes dans les corps militaires de nos armées, et ils sont surtout extrêmement talentueux. Ils sont incroyablement talentueux. C'est-à-dire qu'on prend des virtuoses. Ce sont, dans tous les corps d'armée, il y a un orchestre de musique militaire et tous ont leur spécialité. Alors, il y a des big bands, il y a ceux... D'ailleurs, je me souviens l'an dernier, c'est un des jolis souvenirs qu'on a eu l'an dernier. On est à Pleyel, qui est déjà une salle très chouette et très chic. Et donc, je me souviens voir arriver les cuivres comme ça, qui descendent des allées en big band. Et c'est vraiment... Ça joue vraiment. On a des cordes, on a des voix. Moi, l'école polytechnique, les voix de l'école polytechnique sont dingues. Enfin, vraiment, oui, il y a des talents, c'est assez étonnant. Puis moi, je suis novice là-dedans, je découvre. Donc il y a toujours cet œil émerveillé, presque d'enfant, qui pose ce regard sur... Ça m'ouvre un nouveau terrain de jeu. Il n'y a pas que guitare, basse, batterie, synthétiseur, il y a aussi des musiciens absolument incroyables dans les armées qui nous permettent d'avoir un terrain de jeu élargi. Et c'est l'occasion de les valoriser aussi, cette soirée, j'imagine. Ouais. Exactement. Et en plus, demain, vous allez avoir une représentation assez intéressante de ces musiques. On a la brigade des sapeurs-pompiers qui est présente, la musique des transmissions, la gendarmerie mobile, la garde républicaine. Et donc, ça offrira aussi un panel assez intéressant en termes de tenue et puis en termes de spécialité. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Et ils vont côtoyer des artistes dont c'est le seul métier. Finalement, dit comme ça. Officiellement, on va dire ça. En tout cas, des artistes de qualité, une programmation léchée. Thomas Dutronc, Hélène Ségara, Elisa Tovati, Kinvey. On est sur de l'attractivité. On a envie de faire venir du monde et puis on a envie que ça se réponde aussi avec les corps d'armée. Comment est-ce qu'on construit ça ? Justement, artistiquement, on construit ça en donnant des chansons pop et variétés aux orchestres militaires, qui les retravaillent, qui refont les partitions. Et là, tout est en train de se jouer en ce moment. Aujourd'hui et demain, puisqu'on est dans les répètes, on est dans une phase où tout le monde se rencontre. Moi, merci de vous être libéré pendant ces répétitions. Bah oui. Évidemment, il faut voir ce qui se passe. Alors, il faut faire petite souris et regarder ce qui se passe. Non, et puis vraiment, il y a aussi le petit truc en plus, pour reprendre le titre de ce film magnifique, c'est qu'on sait pourquoi on est là. Et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, on sait pourquoi tout le monde est là gratuitement. Il n'y a pas un artiste qu'on paye, il faut le dire. Hein. Tout le monde vient donner de son temps, de son énergie, parce qu'on sait qu'au fond, c'est pour la bonne cause et qu'on va aider des gens qui en ont besoin. Donc, c'est assez chouette. Et donc, ça donne ce petit peps supplémentaire. Un petit supplément d'âme. J'ai hâte de voir Thomas Dutronc, moi aussi. prince de la guitare. J'espère que vous viendrez. Avec joie. Prince de la guitare manouche, voilà, croiser le feu avec un orchestre militaire. C'est génial, ce mélange des genres, ces duos, ces dialogues en musique. C'est des jolies discussions. Oui, je pense que c'est assez formidable parce que on pourrait penser que ce sont deux mondes qui ne se côtoient pas beaucoup et en fait on voit bien dès que les gens arrivent sur scène pour les répétitions, on voit bien que le contact passe très vite et puis finalement on a beaucoup de choses à partager, donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et puis quand on voit ce que ça donne les années précédentes, effectivement on a hâte d'être demain soir à 20h à la salle Pleyel, c'est sûr. Vous recherchez quoi ? Vous cherchez l'émotion, la mobilisation, la ferveur, le patriotisme ? Est-ce que tout ça se mélange finalement ? En fait, je pense que tout ça effectivement se répond et puis s'entretient. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est bien d'abord de récupérer des fonds, de collecter des fonds qu'on reversera intégralement au Bleuets de France, parce que c'est ça qui est important. Mais on en profite pour valoriser l'engagement de ces artistes. Éric Jean-Jean l'a dit, ils viennent tous gratuitement. C'est assez formidable parce qu'il y en a qui viennent de très loin. Hélène Ségara, elle vient d'Asie spécialement pour chanter, c'est quand même assez remarquable. Et puis voilà. Et puis après, on profite aussi de tout ça pour montrer des spécialités des armées qui sont peut-être un peu méconnues. On parlait de la musique, voilà. Ça nous présente aussi un autre visage de nos armées. C'est super pour valoriser les professionnels et puis aussi pour peut-être créer des vocations. On sait qu'il y a énormément de jeunes que ça titille. C'est toujours une très belle porte d'entrée aussi pour comprendre et pour mieux connaître cet univers. Est-ce que vous le rappelez, ça aussi, Éric Jean-Jean, pendant la soirée ? Mais c'est surtout, j'allais dire,
un choc de culture. On est sensiblement de la même génération. Il suffit de nous regarder pour voir qu'on fréquente pas exactement. C'est pas vrai. Bah, moi, je vois pas du tout ce que vous voyez. Bah déjà, il y en a un qui est mieux rasé que l'autre, c'est tout. C'est la seule différence. Ouais, ça c'est vrai. Pardon, désolé. Moi, je découvre un monde que je ne connaissais pas, et c'est très chouette. En fait, on a affaire à des hommes incroyablement rigoureux, loyaux, fidèles. C'est fascinant. On en parlait juste avant de rentrer, justement, de la loyauté et de la fidélité. C'est des valeurs qui sont présentes et que vous ressentez, vous, que vous mais à la seconde, mesurez. à la seconde où vous mettez le pied dans alors, en l'occurrence, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Invalides. Ils ont un beau bureau. Ils ont le plus joli Pas bureau mal, c'est vrai. Non, mais vraiment, et il y a cette espèce de fraternité qui me plaît beaucoup, moi, et de loyauté. Je sens que vous êtes très heureux de faire ça, que vous êtes très touché. Je suis hyper fier, surtout. Ouais. Je suis touché parce que je suis fier. Pourquoi on m'appelle moi ? Il y a des plus grands animateurs que moi, et je trouve que c'est très chouette qu'on m'ait appelé moi. Donc, venez pas les Peut-être autres. parce que vous êtes le meilleur. Ce serait prétentieux de le penser et de le dire. Non, vraiment. Mais ça donne une soirée d'exception et les 2 premières éditions et leur succès en témoignent. Je dois dire aussi que les mises en scène sont audacieuses, qu'il y a des très belles performances, qu'il y a beaucoup de communion, qu'il y a beaucoup de poésie. Là où je vais être précise là-dessus, c'est pour ceux qui nous regardent. C'est pas uniquement une représentation musicale, une succession de petits concerts. Pas du tout. On pourrait avoir cette impression. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment un moment artistique et culturel à part entière. Oui, alors complètement. Alors, on a de la chance d'avoir au sein des services du gouverneur militaire de Paris, Monsieur Baillet, qui est un peu le directeur artistique de cette soirée, voilà, et qui est... en tout cas, moi, de mon avis de novice, qui est extrêmement compétent et qui nous montre une soirée absolument remarquable. Alors, je vais laisser peut-être Eric parler un peu mieux de ça, parce que moi, c'est pas mon domaine de spécialité. Mais vous en parlez très bien quand même. Non, mais c'est un vrai spectacle. C'est-à-dire que n'imaginez pas que vous allez voir des militaires coincés en train de faire quoi que ce soit. Pas du tout. On est avec des artistes. Il se trouve que ces artistes portent des uniformes parce qu'ils font partie. Mais là, ils sont vraiment dans leur casquette. Ce sont des artistes. Voilà, ce sont des artistes. Et donc des artistes qui rencontrent d'autres artistes avec des univers complètement différents, c'est très chouette. Et puis en effet, la mise en scène, d'autant qu'on a un peu changé cette année, là on va avoir un petit coin où on va bavarder. Je me souviens l'an dernier, par exemple, vous aviez un grand escalier qu'il fallait descendre. Et puis moi, vraiment, j'ai été très très marqué par les polyphonies qui étaient faites par l'école Polytechnique. C'était vraiment magnifique. Et donc voilà, on va avoir quelques endroits différents et puis quelques petites surprises et puis les artistes. Mais à chaque fois, moi je les vois. Quand ils entendent pour la première fois, c'est une expression qui est un peu difficile à traduire, mais ça respire derrière vous. C'est-à-dire quand vous avez un orchestre militaire derrière vous, vraiment, il y a un souffle. Ça respire. Et même quand vous êtes l'animateur et que vous parlez, derrière, ça vous donne de l'énergie. C'est chouette. Et puis, je rajoute qu'on va retravailler cette chanson de Jean-Jacques Goldman qui nous a offert. On sera là, qui nous a offerte. Et on est tellement fiers que le Français préféré des Français ait fait cadeau. Ça dit quelque chose, encore une fois, du soutien à nos armées. Bah oui. Mais la dernière fois qu'il avait fait ça, c'était pour les enfoirés. C'est-à-dire que, voilà, c'est la chanson des restos, c'est Jean-Jacques l'a offerte. Et là, en l'occurrence, la dernière qu'il vient de faire, c'est voilà. Donc je pense que... Ça a beaucoup de sens. Oui, et c'est un moment aussi unique de partage entre les corps de l'armée qui doivent être absolument ravis de se retrouver dans un autre cadre et puis de découvrir le talent des copains aussi. Ah ben bien sûr, et je pense que c'est une expérience, alors unique peut-être pas, parce qu'il tourne quand même pas mal, mais c'est vrai que de pouvoir jouer avec des artistes tels que ceux qu'on verra demain soir, c'est absolument extraordinaire. Et que je pense alors à la fin, parce que pendant ça bosse. Ouais, ça bosse. C'est millimétré. Et puis on précise qu'il y a de nombreux événements caritatifs qui ponctuent l'année en faveur des actions du Bleuet de France. Là, on est sur un moment cardinal, évidemment, avec ce concert Sentinelle d'un soir à la salle Pleyel demain 20h. Mais il y a des mobilisations toute l'année et il faut être mobilisé tous les jours. Oui, tout à fait. Alors, on a la chance de pouvoir proposer un nombre d'activités assez différentes. Il y a les courses solidaires au profit du Bleuet également qui auront lieu le 10 mai aux Invalides. Il reste des places aussi sur les parcours, 5 et 10 km. Et sinon, le gouverneur militaire de Paris organise aussi des... Ah oui, ouais. Mais vous serez présent demain soir à 20h. D'autres rendez-vous, il y a le cinéma en plein air aux Invalides au mois de septembre. Et puis, le concert à la cathédrale des Invalides est également plutôt à la période hivernale. Voilà. Merci de nous avoir rappelé ces moments importants. Merci beaucoup, mon colonel, de nous avoir parlé avec autant d'émotion, autant d'énergie et de passion de ce moment qu'on attend tous demain. Éric Jean-Jean, vous serez sur scène et je serai dans la salle. Très bien. Merci beaucoup. Sentinelle d'un soir demain à 20h à la salle Pleyel. Dépêchez-vous de prendre les quelques places restantes. Un grand merci, messieurs. Merci et beaucoup. Puis on passe tout de suite à C'est tout bon.
Le guide Michelin a décerné ses étoiles lundi à Monaco. Paris et l'Île-de-France comptent 16 promus, 4 restaurants 2 étoiles et 12 1 étoile des établissements, ma chère Laurence, que vous avez pour la plupart d'entre eux eu l'occasion de tester. Ça, c'est parce que vous avez le nez creux. Alors, où est-ce qu'il faut aller en priorité et pourquoi ? Alors, à défaut d'avoir un 3 étoiles, on va commencer par les 2 étoiles. Déjà bien. 3 étoiles, il y en avait 10, on n'en a plus que 9 à Paris, puisque l'Ambroisie a été dégradée, fini après Bernard Pacot pour le moment. Et puis, il n'y a pas eu de nouveau 3 étoiles à Paris. Beaucoup disaient peut-être Jean-François Piège, le grand restaurant, c'est une jolie table, mais reste en carafe. Ce n'est toujours pas le moment. Alors, effectivement, parmi les 2 étoiles, j'ai en fait eu envie de vous donner 2 bons plans. Parce qu'on se dit, mince, ils viennent d'avoir 2 étoiles, ça va devenir absolument inaccessible en prix. Donc, moi, je vous donne 2 menus. Le premier, c'est chez Virtus. Vous êtes chez Frédéric Lorimier, on est dans le 12e, et il propose un menu au déjeuner. Alors souvent, le menu du déjeuner, comme vous le savez, est plus accessible. On est à 90 €. Je vous engage à y aller, profitons-en. Autre plan, on est chez Alliance. Là, on est dans le 5e, et c'est le chef Omiya qui propose un menu alors encore plus attractif, j'allais dire. Il est à 49 €. Et la formule est un peu originale cette fois-ci, parce que vous êtes, vous êtes invité à une table mystère. Invité, vous payez, mais invité à une table mystère, parce que c'est une table d'hôte, mais réellement. C'est-à-dire que j'ai essayé de réserver là, hier, et bien j'avais une place pour demain, par exemple, pour une personne. Mais vous pouvez être jusqu'à 12, et puis vous pouvez aller à 2, à 3, à 4. J'adore. Le menu du déjeuner, franchement, à 49 €, c'est une merveille de cadeau. Et puis vous allez découvrir la cuisine de ce chef avec un menu en 3 services qui est vraiment très intéressant. Il y a de la volaille en ce moment, j'ai vu, il y a de l'asperge, on est dans la saison, on commence, et c'est vraiment une très très bonne idée de profiter de ces 2 menus qui, pour le moment, existent encore. Donc déjà, on a 2 très belles découvertes et puis à faire. Après, si vous voulez vraiment vous faire très très plaisir, moi je vous engage à aller chez Akuba. Akuba, qui signifie cheval blanc. Vous voyez où je vous emmène. On est dans cet hôtel très luxueux du groupe LVMH qui donne sur le Pont-Neuf. Et pour moi, c'est le meilleur restaurant japonais dans cette catégorie luxe. L'omakase avec un chef qui est absolu. Le chef Wanabe est une lame, j'allais dire. C'est un maître sushi. C'est absolument fascinant de le voir. Alors, vous allez rentrer dans une salle qui est assez intimiste. Déjà, ça en jette, non, un peu le lieu. Totalement. On est vraiment dans un palace. Vous allez être au rez-de-chaussée. Vous allez avoir un comptoir, une douzaine de convives. Et puis là, vous allez avoir ce spectacle, mais qui se fait tout dans la subtilité, la discrétion. C'est une lame. Il est d'Hokkaido. Il va vous trancher ces poissons avec une finesse, un raffinement absolument fou. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez un trio de choc. Vous avez... pour l'épauler, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est pour être à côté de lui. Ils ont travaillé ensemble en vrai partenariat. C'est Arnaud Donquel, qui est au Plénitude, juste au-dessus, qui est vraiment le chef 3 étoiles. Ils ont travaillé sur les maturations, les fermentations. Lui, c'est le génie de la sauce. Donc, ils ont fait un omakase qui est vraiment un menu à l'aveugle. Franchement, de petites assiettes qui se succèdent. C'est sublime jusqu'à la fin. Vous avez Maxime Frédéric, chef pâtissier, toujours du Cheval Blanc, qui est là encore un talent fou. Donc, vous avez un trio de compétences, de grand savoir-faire. Et pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs. Alors peut-être avec Abyss, il y a Lika Leno qui est aussi pas mal dans son registre. Mais voilà, c'est une expérience hors norme. C'est 180 € au déjeuner, c'est pas donné. Mais franchement, c'est un moment de... Vous vivez un moment en dehors du monde, tout en douceur et en rareté, on est ailleurs. Et ça n'a pas de prix. Oui. À Ville-d'Avray, le Corot a également reçu une 2e étoile pour la cuisine du chef Rémi Chambard. Vous nous conseillez de nous y rendre pour plusieurs raisons. Mais oui, parce que là, vous voyez, il fait beau. Est-ce qu'on a envie? Alors, parisien, franchement, 15 minutes de Paris, vous allez vous retrouver... Alors, les étangs de Corot, on est à Ville-d'Avray. Vous voyez cette photo avec cet étang. Si vous êtes intéressé un peu à la peinture, Camille Corot les a peints, ces étangs, de façon magnifique, bucolique. Vous êtes dans un endroit absolument charmant, avec une cuisine de grande qualité. Et ce chef, Rémi, il met en avant le terroir francilien, dont on parle assez rarement, parce c'est vrai. On dit maraîchage, etc. Mais là, vous allez découvrir, à travers sa cuisine très, très fine, très créative, des tas de petits producteurs. Il en donne la liste, d'ailleurs. C'est trop bien. Alors, j'ai sélectionné pour vous quelques noms rapidement, parce que ce sont des producteurs qui vendent aux particuliers. Vous avez le pain alors Frédéric Lalosse, meilleur ouvrier de France, il est à Sèvres. Du pain, boulangerie, sublime. Vous avez le producteur Valdemar Barrera. Alors lui, il a Carrière-sur-Seine. Et alors, il vend tous les vendredis ses paniers, tous les jeudis, il vend ses paniers. J'adore les paniers en direct. Panier composé. Trop sympa. Il y a des horaires, 16h, 19h. Et puis, il est aussi à Paris.
sur le très beau marché de l'avenue du Président Wilson, dans le 16e. Vous avez également volaille, œufs bio. Vous avez Lorraine Mini qui est à Milly-la-Forêt. Eux aussi, ils vendent en direct. Et puis, vous avez Nicolas Berger qui est un torréfacteur de cacao et chocolatier. Alors, vous n'allez pas acheter en direct, malheureusement, mais c'est lui qui a travaillé avec Ducasse, notamment Alain Ducasse, pour la manufacture. Oui, donc pas d'inquiétude. Voilà, vous allez retrouver partout des chocolats dont il offre le chocolat en couverture et qui est travaillé, tous les chocolatiers qu'on connaît un peu sur la place de Paris. Alors, comme vous évoquez justement les plaisirs sucrés, le chef pâtissier du restaurant Le Corot, qui s'appelle Baptiste Vial, a lui aussi été distingué par le guide Michelin. Il a reçu le prix Passion Dessert. Et je crois que vous avez, pour cette occasion unique, l'occasion de nous révéler un de ces desserts en avant-première. En avant-première, mais on est à quelques semaines de Pâques et nous, journalistes, on reçoit toujours en amont les créations des chefs pâtissiers. Et alors, non seulement il fait des très jolis desserts à l'assiette, mais c'est vrai que pour Pâques, je vais vous révéler cette création qui est une carpe-coille. On est aux étangs de Corot. Donc c'est une carpe-coille qui avec le chocolat dulcé, vous savez, qui a été créé par Valrhona, qui est un peu entre la vanille, le chocolat au lait caramélisé. Il y a les écailles qui sont en florentin. Mais c'est magnifique. Il y a du chocolat noir. À l'intérieur, on a du praliné. C'est absolument sublime. Alors malheureusement, c'est en série limitée. 10 exemplaires, c'est peu. Alors moi, je vous conseille... Donc vous en avez eu un. Vous êtes vraiment la star. Il faut pouvoir tester pour pouvoir vous en parler. Mais surtout, je vous engage à aller voir sur leur site parce qu'ils sont en vente actuellement. Et voilà, c'est 90 €, mais c'est une jolie création que je voulais vous présenter en avant-première. Vous êtes trop forte, des avant-premières et puis ces créations absolument magnifiques que vous avez eu le plaisir de goûter pour nous en amont. Alors pour les tables qui ont... Vous goûtez tout et vous avez bien raison. Ça commence à se voir. Pas du tout, vous êtes superbe. Pour les tables qui ont reçu cette année une étoile à Paris, est-ce que vous avez eu un coup de cœur en particulier? J'en ai eu plusieurs. Pour une fois, le Michelin, beaucoup de goûts coïncidaient. Donc, pas tous, mais pour une étoile, évidemment. Alors, je pense... alors, pareil, à chaque fois, on me dit, mais c'est très cher, les étoilés, c'est très cher. Alors, je vous donne des bons plans pour que ce soit le moins cher possible. Trop bien. Avec des tarifs accessibles. 55 €. Vous allez dans le 16e chez Zostera. Ouais. Vous allez chez Julien Dumas. Julien Dumas, c'est des parcours, à chaque fois, vous avez des parcours solides. Hein. Il a travaillé notamment au Bellefeuille, au Saint-James, où il avait déjà eu une étoile et une étoile verte. Et puis, courageusement, parce que j'encourage vraiment ces jeunes trentenaires qui s'installent chez eux. C'est pas simple, ils sont à la fois cuisiniers, chefs d'entreprise. Et lui, il a repris l'ancien pergolaise, qu'il a rebaptisé Zostera, parce que c'est un pêcheur-poète. Il travaille beaucoup la partition marine. Oh, j'adore. Il fait des choses mais j'ai vu son encornet formidable. On l'a tous vu parce qu'il est allé sur les réseaux. Ah oui. Il a cet encornet nacré qui est dans un miroir d'encre de sèche. Il travaille beaucoup le poisson, mais pas seulement. Hein. On n'est pas sur un obsédé même s'il défend la pêche responsable, etc. C'est un poète. Vous avez de l'asperge, vous avez de la viande. Bref, c'est une très jolie table. Je trouve ça magnifique, cette assiette. Autre talent qui a retenu votre attention, c'est Irwin Durand, restaurant Irwin dans le 8e arrondissement. Oui, 8e arrondissement, là encore, un quartier de bureau. Le soir, pas beaucoup de population, d'activité, voilà, mais on y va pour sa cuisine. Parce que là, c'est encore un chef. Alors lui, il était chez Guy Savoie et il a créé une cuisine qui est vraiment une cuisine personnelle. Trop bien. Où alors, assez créative, sans œillères, il est assez audacieux, mais vous allez retrouver des mets. Alors, je me souviens notamment d'une asperge qui était seule, comme ça, avec un appareil, avec comme une passementerie de mayonnaise, de thym, de citron. Chic. C'était très bon. Et elle était toute seule, on s'est dit, bon, un peu chiche. Non, pas du tout, délicieux. Il y avait aussi une sole qui était tressée avec des poireaux confits. C'était absolument exquis. Et puis, alors là, en dessert, rebelote, un duo qui a coché les 2 cases du sucré et du salé. C'est avec Tessa Ponzo, qui a eu aussi un prix Passion Dessert. Super talentueuse. Mais je suis tellement heureuse pour elle parce que j'avais été bluffée, mais vraiment bluffée par son dessert, notamment un dessert à la vanille. Vous dites dessert vanille, Tahiti, Madagascar. Alors non, il y a Tahiti, Madagascar, la Guadeloupe, la pompona, la gousse pompona. Et c'est un dessert, mais qui était extrêmement, avec du miso blanc, beaucoup d'ingrédients à la dégustation, simplissime. Et c'est une jeune femme de grand talent. Et elle vient présenter le dessert, elle va vous faire les cartes, je veux dire, des destinations, des provenances plutôt, tous les ingrédients. Elle est charmante et extrêmement douée. Comme il nous reste 50 secondes précisément, et qu'on a envie de comprendre comment vous travaillez, je veux savoir comment vous sélectionnez vos tables, comment vous travaillez. 3 sources. La gourmandise, c'est vraiment le premier marqueur. C'est-à-dire que voilà, je
suis en permanence l'œil et la papille en éveil. J'y vais parce que je repère un endroit, etc. Donc le plaisir et la curiosité. Le plaisir et la curiosité. Ensuite, il y a le bouche à oreille. Quand on termine cette émission, souvent je me demande où est-ce que vous avez déjeuné ou dîné. On discute. Et ça devient une vraie source. Et puis ensuite, je ne peux pas le cacher, il y a des attachés de presse qui s'occupent des chefs. Et alors nous sommes souvent invités, en l'occurrence c'est leur travail, c'est de nous faire venir, nous la presse, dans les établissements de ces chefs. Dans ces cas-là, nous sommes donc bien invités. Ça permet de pouvoir tester des tables qui seraient souvent à des coûts assez excessifs. Et dans ce cas-là, moi je m'engage toujours à venir, il n'y a pas de problème. Je cible un peu par rapport à notre lectorat. Mais pas forcément à écrire, c'est ça ? Je n'écris pas forcément, voilà. Et c'était le cas avec Irvine, parce que j'étais venue au début où sa cuisine n'était pas très calée, on appelle ça les soft openings. Je lui ai dit, écoutez, je reviendrai. Il m'a rappelé en me disant, revenez parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et là, coup de cœur. Et de revenir. Et là, c'est génial. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille. L'élément principal, c'est le plaisir à découvrir et à déguster leurs plats. Et vous n'en manquez pas. Merci de nous régaler tous les jeudis. On a trop de chance de vous avoir dans l'émission. Et merci pour ce très beau décryptage du Michelin en Ile-de-France. On aura encore plein de choses à dire. On va continuer à le faire, évidemment. Et en attendant, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous lundi, puisque demain, vous retrouverez l'excellent Damien Canivese. Je suis en retard. Au revoir.